Je suis qui? Je suis un freelance avec un passif de chercheur de SS2I et de Google. Et ensuite, je suis arrivé à Toulouse et je suis devenu donc freelance. Ça fait 5 ans. Je fais principalement du React aujourd'hui, mais ça peut être n'importe quel techno. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'expérience utilisateur. Le thème, enfin l'esprit de cette présentation, c'est que en un quart d'heure, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. On va plutôt discuter, on va ouvrir des voies, et donc j'aimerais que ça suscite plus une discussion après ou pendant. Il y a des pointeurs qui sont soulignés là, plein de la présentation. Donc si vous êtes intéressé par ce dont je parle, et je parle de plein de trucs en les évoquant simplement par leur nom, vous aurez derrière sur les PDF les pointeurs vers les liens qui vont bien, ce qui permettra d'aller plus loin. On va commencer en parlant des outils qu'on utilise autour de React. Le premier en introduction, le problème et l'avantage de React, c'est que c'est pas un framework, c'est pas une énorme usine à gaz, c'est un tout petit truc qui fait uniquement un affichage. Enfin, ça vous le savez tous. Et donc la difficulté et l'intérêt, c'est qu'après, il faut aller chercher sur l'établi les outils qu'on veut mettre autour pour faire en sorte que qu'on travaille efficacement. Et là, je vais vous présenter les outils que j'envisage même pas de ne pas utiliser quand je commence un projet React et que je mets sur tous les projets React que je fais. A priori, vous avez les mêmes. Si vous n'avez pas les mêmes ou si vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse d'en discuter. Le premier, donc, c'est comment démarrer une application. Et je suis pas fan du tout de Webpack. Donc j'aime bien que des gens passent beaucoup de temps à le configurer pour moi et que je puisse utiliser directement le résultat. Create React App fait ça. Bon, ça vous connaissez tous. Il y a juste un petit truc qui est nouveau, c'est au début, il favorisait le fait de faire un eject pour revenir à une configuration complète et pouvoir bidouiller. Ce qui a l'inconvénient qu'ensuite on n'est plus dans le fil et qu'on ne peut pas se mettre à jour facilement. Il y a deux alternatives que je liste là qui permettent de continuer à recevoir les améliorations qui sont faites au projet principal tout en continuant à avoir son petit fork de son côté parce qu'on voulait des CSS modules ou que sais-je. Deuxième outil, Flow, qui rajoute donc un peu une couche de typage au-dessus de JavaScript qui n'en a aucun. On aime ou on n'aime pas. Perso, j'ai fait du Java pendant longtemps. Le typage, ça me manque. Donc, j'installe Flow dès le début. PropTypes, qui était la façon initiale de typer ses composants en disant bah, j'attends ce genre d'information-là, est mort, selon moi, remplacé par Flow, parce que l'inconvénient de de PropTypes, c'est que ça détecte des erreurs uniquement lors de l'exécution, et donc souvent trop tard, alors que Flow fait une analyse avant, et donc on n'est pas obligé de passer par toutes ces pages pour espérer récupérer les erreurs éventuelles. Une analyse récente, très récente, qui est sortie il y a quelques semaines, montre que sur une source de 400 bugs sur GitHub, en passant 10 minutes sur chacun de ces bugs-là à mettre du typage, on corrige automatiquement 15% des erreurs. Les résultats étaient en Flow et en JavaScript, en TypeScript, pardon. Les deux sont tout à fait équivalents et avaient la même proportion, à savoir 15%, ce qui n'est pas ridicule. Si vous ne l'utilisez pas, il y a quelque chose qui s'appelle FlowTyped, l'équivalent d'un definitively typed en TypeScript, qui est donc la version typée de bibliothèque. Si vous utilisez une bibliothèque X, vous l'installez avec FlowTyped, vous installez ces types avec FlowTyped, de sorte que les types de cette bibliothèque soient disponibles. Alternative, donc TypeScript d'un côté, ReasonML qui est un langage complètement différent et qui est plus fonctionnel, etc., mais qui transpile en JavaScript. Encore une fois, Flow, TypeScript se courent après et ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, je choisis d'utiliser Flow parce que c'est fait par les mêmes gens qui font React et que donc l'intégration est un peu plus naturelle. C'est juste une histoire d'écosystème. Troisième outil, là ça va être très rapide, Prettier, qui donc, pour ceux qui ne connaissent pas, permet automatiquement de reformater son code. Je me souviens, moi, d'avoir fait des revues de code dans lesquelles 80% des commentaires étaient mets une majuscule ici, va à la ligne et ferme l'accolade un peu plus bas. C'était cosmétique. Et on n'a pas envie de faire ça de nos jours, ça se fait automatiquement. C'est opinionated, donc ça veut dire que ça fait les choses d'une certaine façon. On aime, on n'aime pas, peu importe. L'avantage, c'est que c'est fait. Et que comme ça, on arrête de discuter de ça. Et c'est plutôt joli, ça fait les choses plutôt bien. Et ça permet de plus se concentrer du tout là-dessus. C'est un gain de temps phénoménal. Dernier ou avant-dernier outil, ESLint, qui un peu à la flow va rajouter des avertissements quand on fait les choses pas comme il faut, et en particulier quand on importe des choses qui n'existent pas, il est capable de le dire, quand on fait pas les bonnes pratiques, quand on... Bref, il y en a plein, c'est configuré, j'ai pas trop envie de le configurer à la main, donc moi j'utilise ces plugins-là,
que j'utilise presque sans aucune configuration, sauf 2-3 petites bidouilles qui m'embêtent, que je viens modifier, mais sinon avec ça, je suis content. Dernier outil, Storybook. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit je vois pas trop, et en fait je peux plus travailler sans. Celui-là, je le détaille un peu plus, au cas où vous ne le connaissez pas. Le principe, c'est de pouvoir tester ses composants. C'est le principe de React, on fait des composants, ils sont isolés. Et là, l'avantage, c'est qu'on travaille dans un cadre totalement isolé. On, pardon, on affiche son composant, mais mieux que ça, on va le tester, parce qu'on va l'afficher dans plein de conditions différentes, avec plein de données d'entrée différentes, et en particulier tous les cas aux limites que sinon on n'aurait pas pensé à tester. On va mettre tous ces cas aux limites, on va vérifier que l'affichage est ce qu'on veut, et une fois que c'est fait, ça fait une base de test et de non-régression. Et surtout, ça fait aussi, et en plus de ça, ça fait un cadre dans lequel développer ces composants qui est très très rapide, parce qu'on ne lance pas toute une application, on lance juste ce composant-là et ce storybook-là. Ça ressemble à ça. À gauche, vous avez la liste de tous vos composants et des sous-sections qui expliquent les différents cas d'utilisation. Et vous passez de l'un à l'autre et vous avez cette base comme ça de composants. Ils peuvent être plus ou moins vivants, c'est un affichage plus ou moins statique que vous allez utiliser. Ça permet plein de choses. Ça permet certes de développer, mais ça permet également de communiquer. Parce que cette chose-là, vous pouvez l'exporter sur un site n'importe où statique, et ça permet au reste de votre équipe de voir les composants disponibles. Ça permet aux designers de voir ce que vous avez fait avec les recommandations qu'ils vous ont données. Ça permet plein de choses. C'est une façon, comme son nom l'indique, de faire un livre de tout ce qui est disponible et de le partager avec tout le monde. Donc j'en ai terminé. Non, il m'en reste un. Le dernier, c'est le test. Donc Jest, parce que c'est livré avec Create React App, qui permet de faire les tests. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, si jamais vous ne l'avez jamais fait, c'est la notion de snapshot, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une image, mais une capture, et c'est purement sous forme de chaîne. Et donc ce que ça permet de faire, si vraiment vous ne connaissez pas en 2 mots, c'est de comparer 2 chaînes de caractères, aussi bêtement que ça. Simplement, ces chaînes de caractères, en fait, c'est le rendu pseudo-HTML de votre composant. Et donc, la première fois que vous êtes content de votre composant, parce que vous l'avez fait dans Storybook et que vous êtes content du résultat, vous lancez ça, sous forme d'un test, donc. Vous dites, fais-moi une capture de ce composant dans cet état T. Et ensuite, à chaque fois que vous lancez le test, il va comparer ce composant avec ce qu'il avait à ce moment-là, automatiquement. Vous n'avez jamais à faire des copier-coller de quoi que ce soit. Il a mis ça dans un petit fichier dans un coin, et il fait les comparaisons pour vous. Et le jour où il y a une différence, parce que vous avez touché à quoi que ce soit dans la chaîne du composant, de ses sous-composants, que sais-je, il va vous montrer la différence. Et là, vous avez 2 choix. Vous rendre compte que vous avez fait une erreur et magiquement revenir en arrière parce que vous avez quelque chose qui a permis de le repérer, ou vous dire non, c'est bien ce que je voulais faire, c'est normal cette modification. Vous appuyez sur une touche, U, Update, et il prend la nouvelle version et il la met à la place de l'ancienne, et à partir de là, il va comparer avec cette version-là. C'est magique. C'est donc le snapshot testing, couplé avec Storybook. C'est un fantastique outil de non-régression et de couverture de code. Si vous faites vos Storybook correctement, avec beaucoup de cas d'utilisation qui essayent un peu tous les cas limites, vous avez une couverture de code quasi parfaite, presque gratuitement. Modulo qu'il faut avoir fait les stories, mais de toute façon, il fallait bien le tester un jour. Donc ça, c'est ce que je décris, ça s'appelle StoryShot. C'est la version qui prend les Storybooks et qui en fait des tests unitaires. Moi, je ne suis pas un grand fan de StoryShot parce que ça fait un gros test, un gros fichier. J'ai fait une petite librairie à part qui permet de faire les choses un peu plus finement, mais ça ne change pas grand-chose à part le résultat. Ça, c'est plus prospectif. Actuellement, donc, vous avez Chromeless qui permet de faire du développement sans fenêtre quelque part, et donc de lancer les tests sur un navigateur sans fenêtre. Il y a un autre projet qui s'appelle Image Snapshot qui, pour le coup, lui, fait des comparaisons. Et ça va arriver, il va y avoir la version image. C'est-à-dire que vous allez avoir, en plus d'une comparaison texte à texte, vous allez avoir une comparaison pixel à pixel. Et vous allez voir votre composant évoluer, et vous allez... L'outil n'est pas encore aujourd'hui là, mais les briques sont là, donc il manque juste l'effort de quelqu'un pour le faire. Et vous allez avoir la possibilité de comparer l'évolution de votre composant pixel par pixel, et du coup, de ne pas prendre en compte seulement le HTML, mais aussi le CSS de votre composant. Ça va arriver, j'en suis sûr, et si ça n'arrive pas, je le ferai. Hop, je vais un peu vite. Ça, c'était les outils. Est-ce que, à main levée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent tous ces outils-là? Personne? Il n'y a personne qui utilise tous ces outils-là? Oui. D'accord. Est-ce que vous utilisez 80% de ces outils? Ok, un petit quart de la salle. Eh ben, c'est intéressant. Moi, j'aimerais savoir si c'est parce que vous ne les connaissez pas ou c'est parce que vous les avez évalués et que vous n'aimez pas.
connais pas, d'accord. Bah, au moins j'aurais fait j'aurais apporté ça dans ce talk, c'était le seul but de ce talk, donc très bien, j'ai réussi, je peux rentrer. Ou continuer. Honnêtement, je n'imagine pas aujourd'hui de faire un projet sans ces outils-là. Combinés, ils font que, bah, en fait, c'est tellement le cas que, en fait, si vous allez sur mon GitHub, vous avez un projet vierge dans lequel il y a tout ça qui est installé. Il y a 5 commits qui installent ces 5 trucs les uns après les autres, et à partir de là, je démarre. Et donc je pars de ce projet-là à chaque fois que je dois faire un projet. Bon, maintenant il commence à avoir 2 mois, donc c'est la préhistoire, il faut tout mettre à jour, mais l'idée est là quand même. Donc ça c'est sur mon GitHub si vous êtes intéressé. Une fois qu'on a passé ces outils, maintenant c'est pas tout ça, mais il faut coder vraiment l'application. Et donc on va parler un peu d'architecture et de ce qui fait la force des components de React, à savoir les components. T'as été un peu vite. Très rapidement, si vous ne l'avez pas lu, il y a un article de Abramov sur la différence entre les composants idiots et les composants intelligents, ceux qui ont de l'état, ceux qui sont purement affichage. Le principe des composants purs, qui sont plus efficaces, c'est parce qu'ils sont capables d'être capables de comparer leur état avant et après et de ne pas se rafficher s'ils aperçoivent que c'est la même chose. Et troisième chose, un pattern que j'aime bien, qui est le fait que les composants étant tellement importants, ils méritent un répertoire. Et donc on va, plutôt que de les mettre tous en vrac, on va leur associer à chacun un répertoire qui ressemble donc à ça. Donc vous avez en haut, ça se voit pas bien, mais mon répertoire Hello qui contient tous mes fichiers liés à ce composant-là. Et je ne vais jamais aller de l'extérieur, je ne vais jamais aller regarder à l'intérieur de ce répertoire, je vais seulement importer le répertoire, ce qui dans la norme JavaScript veut dire le index.js qui est dans ce répertoire. Et ce index.js va lui et lui seul exporter ce que je veux exporter au monde extérieur. Ça me permet de définir une API de mon composant. Donc si j'ai besoin d'un petit bout de reducer, un petit bout de ceci, ou que j'ai des sous-composants dont j'ai besoin pour faire mon composant, je n'ai pas à les exporter, je n'ai pas à les montrer au reste de la Terre. Le reste du monde utilisera uniquement ce index.js et se servira de ça. Deuxième chose importante, c'est le fait qu'on veut composer les composants. Évidemment, si vous avez de l'information qui doit transiter entre vos composants, vous avez le store, vous avez vous avez Redux, et vous allez utiliser Redux. Mais il y a des fois où ce n'est pas le cas. Je vais vous parler de 2 techniques. La deuxième est moins connue, et donc c'est pour ça que je voulais en parler. L'exemple, c'est ce que j'avais dans mon code, donc j'ai repris. Je veux faire un composant qui connaît sa largeur en pixels, parce qu'en fonction de ça, je veux faire des choses différentes. Pas du responsive, des choses plus compliquées avec des appels, des trucs et des... J'ai besoin d'une largeur en pixels. Le code, il ressemble à ça. C'est pas l'intérêt de ma présentation. Rapidement, qu'est-ce que ça fait ? Ça garde dans un état la largeur. Si la largeur n'est pas connue, ça affiche un div. Je récupère une référence sur ce div. Quand ce div est affiché, je peux récupérer son client width. Et maintenant que j'ai son div, je raffiche. Et cette fois-ci, et c'est ça la ligne importante, j'affiche l'enfant à qui j'ai envie de donner une largeur. Et je l'affiche en lui donnant la largeur que j'ai calculée. Bon, ça marche. Mais mon composant, il est capable d'afficher une largeur pour child. Ce child-là qui est codé en dur. Donc ça donne ça. Oh, on se calme. Wow. Pardon. Ah, ça va être bien ça. Le problème que j'ai, c'est que cette logique-là, j'ai envie de la réutiliser et de le faire avec, attention, d'autres composants. Donc plus généralement, j'ai un composant qui fait du calcul, qui fait quelque chose, qui est capable de dire si je suis connecté online ou pas, peu importe, il a de l'information et il veut la donner à un enfant. Mais j'ai envie que ce soit possible de le faire avec 1, 2, 3 ou 5 enfants différents et de faire cette composition de composants. Solution numéro 1, les higher order components, qui sont une façon très simple en fait, une fois qu'on l'a vu comme ça, vous prenez le code de la diapo d'avant, et là où j'avais marqué child, et ben maintenant j'ai un wrapped component que je passe sous forme de paramètre à une fonction. Et donc c'est une fonction qui me renvoie ce composant. Et ce composant, il se fait injecter le paramètre qui est là. Ça s'utilise, comme c'est écrit en bas, en appelant la fonction sur mon composant child, ce qui me renvoie un nouveau composant avec le child injecté. L'alternative, elle est là. C'est très très proche. Ça consiste à passer le composant sous forme d'une propriété. Donc, je ne touche pas trop à mon composant d'origine. La seule subtilité, c'est que quand il doit aller chercher son child, il va chercher ça dans ses propriétés. Et du coup, il utilise la propriété child pour faire la chose. Et je l'utilise et je l'appelle comme ça. Dernier point que je veux aborder, c'est CSS en JS. Là, c'est plus polémique. Il y a un grand débat, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas. J'ai pris de parti et je pense que ça va être le futur, c'est mon pari, que c'est une bonne idée. Vous voulez séparer JS, JavaScript, etc. C'est pas forcément une bonne idée. Et pour ce qui est de CSS,
Hop, mon choix, ça a été parce qu'il y en a plein. Ok, styled component parmi la liste parce qu'il permet d'utiliser du JS de base. 2-4 secondes. Si vous n'en avez pas fait, faites de la programmation fonctionnelle. Si vous n'en avez pas fait, faites de la programmation réactive. Il y a un talk à ce propos juste après. Et c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Merci beaucoup.